va donc passer en revue tous les changements contenus par cette loi de finances. Vous en prenez pour 2 heures, mais ça va être 2 heures particulièrement denses. Et croyez-moi, il y a eu un gros travail, effectivement, d'analyse et de compactage, dirais-je, de l'ensemble de ces informations par les experts que nous allons accueillir. Nous allons les accueillir en 3 séquences de 40 minutes. À chaque fois, nous veillons à cet équilibre, un notaire ou une notaire et un expert comptable. Le premier de ces binômes, il est composé de Laure Guercy et de Jean-Paul Mattei, que j'invite à me rejoindre à cette tribune. Soyez la bienvenue, Laure, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on commence avec vous, Laure. Ça va être une séquence qui va être dominée d'une part par des questions liées à la rémunération, d'autre part à des questions liées également à l'immobilier professionnel. On sait, vous avez eu l'occasion de le lire, de l'entendre, que ce sont 2 domaines où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de décisions qui amènent, je pense, vous-même et vos clients encore plus à se poser un certain nombre de questions. On commence avec vous, Laure, justement, les questions qu'il faut se poser en matière de rémunération en 2013, compte tenu de ce nouveau contexte, et peut-être les arbitrages à rendre entre ce qui concerne effectivement le statut de travailleur non salarié, les salaires ou les dividendes. À vous la parole. Donc on constate que les nouvelles réglementations alourdissent toujours un peu plus les prélèvements obligatoires, des rémunérations et des dividendes. Il faudrait tourner la page. Voilà, donc on va traiter d'abord de l'actualité sociale et fiscale d'après la loi de finances, avec la loi de finances 2013. Donc l'assiette, on va commencer par la taxe sur les salaires. Donc l'assiette de la taxe est alignée sur celle de la CSG pour les revenus d'activité. Donc concernant les salaires, on va, sur la base des salaires, on va additionner les sommes allouées par les employeurs au titre de l'intéressement, de la participation et de l'abondement à un PE. Et on rajoute également toute la part patronale concernant les retraites complémentaires et la prévoyance. Il a été prévu également de créer une tranche supplémentaire au taux marginal de 20% pour les rémunérations supérieures à 150 000 €. Cette réforme concerne les organismes à but non lucratif, les holdings, les assurances et les banques rémunérant leurs dirigeants. Concernant les holdings, un arrêt du Conseil d'État du 8 juin 2011 a décidé d'affecter les rémunérations au prorata des secteurs distincts d'activité, donc commerciales ou non commerciales. Pour sortir de ce piège, il est conseillé de transformer la société holding par action, où le dirigeant est soumis au régime salarié, donc assujetti à la taxe sur les salaires, en SARL où le gérant majoritaire est imposé comme TNS et donc exonéré de taxe sur les salaires. Une autre solution pour éviter la taxe sur les salaires est d'appliquer une périodicité de versement du dividende pour tous les 2 ans qui permet de bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires. En effet, celle-ci est exonérée lorsque la société n'y était pas assujettie l'année précédente. Il faut donc une continuité d'assujettissement sur la taxe sur les salaires pour que son paiement se déclenche. Concernant la taxe sur les salaires, à compter du 1er janvier 2014, il va y avoir un relèvement de la franchise à 1 200 € et une décote qui va augmenter également entre 1 200 et 2 040 €. Il y a une réglementation, donc l'abattement concernant les syndicats, associations et mutuelles va augmenter de 6 000 € à 20 000 € l'abattement annuel. Donc, concernant les frais professionnels, il a été prévu une baisse de la déduction forfaitaire de 10%. Donc, les frais professionnels concernent les salariés et les dividendes soumis au régime fiscal. Alors, au régime fiscal au titre des salaires et des revenus de gérants majoritaires. Donc l'abattement de 10% va diminuer de 14 000 à 12 000 € par mois, pour l'année. Concernant les frais professionnels, vous avez la possibilité d'opter pour les 10% forfaitaires ou la possibilité d'opter pour les frais réels. Il est prévu d'abaisser
le barème de la puissance fiscale des véhicules à 7 chevaux, alors qu'au cours des années précédentes, la puissance fiscale maximale était de 13 chevaux. Les frais non pris en compte dans ce barème sont les frais de péage, garage, parking et les intérêts annuels afférents à l'achat du crédit du véhicule utilisé. Donc, les frais peuvent être déduits au prorata de l'usage professionnel du véhicule pour leur montant réel en sus du montant de déduction résultant du barème kilométrique forfaitaire. À présent, les frais réels calculés en fonction des dépenses réelles ne pourront plus excéder le barème forfaitaire des 7 chevaux avec les kilomètres calculés. Donc, concernant les salariés créateurs d'entreprises, l'ACRE, l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise. Voilà, l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise. Donc, ils bénéficiaient jusqu'à présent d'allocations au chômage ainsi que d'une exonération de cotisations sociales pendant 12 mois. Donc, à compter du 1er janvier 2013, l'exonération est supprimée. Donc, jusqu'au 31 décembre 2012, ils bénéficiaient de l'exonération. Elle tombe pour tout le monde au 1er janvier 2013. Donc, pour éviter ce problème de charge sociale obligatoire minimum, il est conseillé à nos clients de créer une SAS où les salariés sont soumis au régime des traitements et des salaires. Donc, s'ils ne touchent pas de rémunération, ils n'auront pas de cotisation minimale à payer. Concernant les travailleurs non salariés, donc la réglementation est beaucoup plus importante cette année. Donc, ils bénéficiaient jusqu'à présent d'un abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels sur le montant de leur cotisation. Cet abattement est supprimé au 1er janvier 2013. Il faut également réintégrer les frais, droits et intérêts d'emprunt exposés pour l'acquisition des parts sociales par les salariés de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et grande nouveauté, la loi prévoit la réintégration de la part des dividendes supérieure à 10% à la fois du capital, prime d'émission et compte courant d'associés. Donc ce régime est déjà applicable dans les SEL et les EURL, donc on s'attendait à voir cette réforme. Concernant les cotisations d'assurance maladie, donc elles sont à présent déplafonnées à 6,5%. Auparavant, elles étaient plafonnées sur 5 plafonds. On va donner maintenant un coup de zoom effectivement sur les revenus des capitaux mobiliers, où là aussi il y a du changement. À partir de cette année, le prélèvement libératoire est supprimé. Donc la totalité des revenus de dividendes, des revenus distribués sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors il y a maintien de l'abattement de 40% sur les dividendes, soumis également au barème de l'impôt sur le revenu. Les revenus distribués, il est prévu à compter du 1er janvier 2013 un prélèvement obligatoire de 21% prélevé à la source par l'établissement payeur au titre d'acompte sur l'impôt dû par le contribuable. Donc cela permet au Trésor public de percevoir les fonds, alors que s'ils étaient imposés, s'il n'y avait pas cet acompte, ils toucheraient leur argent un an après. Donc les contribuables appartenant à un foyer fiscal de faible revenu, 75 000 € ou 50 000 € en fonction de leur situation de famille, peuvent demander à en être dispensés. Donc la réforme sur les produits de placement à revenu fixe. Alors les produits imposables de placement à revenu fixe perçus à compter du 1er janvier 2013 sont compris dans les revenus de capitaux mobiliers, également soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour les revenus 2013, les personnes appartenant à un foyer fiscal qui déclarent moins de 2 000 € de revenus de cette nature peuvent opter pour une imposition au taux forfaitaire de 24%. Cette option se fait sur la déclaration de revenus habituelle du mois de mai.
pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. Donc un prélèvement également d'acompte de 24% sur l'impôt dû par le contribuable est obligatoirement prélevé à la source par l'établissement payeur de produits de placement à revenus fixes. Et les contribuables appartenant à un foyer fiscal dont le revenu de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 ou 25 000 euros, selon leur situation de famille, peuvent demander également à en être dispensés. Un coup de zoom maintenant effectivement sur ce qui se passe du côté des dividendes soumis aux cotisations sociales, domaine où là aussi il y a du changement. Donc, comme on l'a vu précédemment, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 soumet à cotisation sociale la part des dividendes perçus pour les travailleurs indépendants exerçant une activité dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, leurs conjoints ou leurs partenaires de PACS ou leurs enfants mineurs excédant 10% du capital social, de la prime d'émission et des sommes en compte courant détenues en toute propriété ou en usufruit par ces personnes. Donc, cette règle d'intégration n'était jusqu'à présent applicable qu'aux seuls associés de SEL et EURL. Donc, la fraction des dividendes qui seront soumises à cotisation sociale ne supporteront pas les prélèvements sociaux de 15,5%. Donc, un tableau comparatif a été établi pour savoir quel était l'impact au niveau d'une distribution de dividendes pour un dirigeant de gérant majoritaire. Donc, sur la première colonne, vous avez une distribution du régime de droit commun, donc non assujetti aux cotisations sociales, et on constate que la taxation globale s'élève à 40,2% pour un impôt à une imposition au taux de 45%. Pour les rémunérations inférieures à un plafond, la taxation globale du dividende s'élèvera à 55,6%. Pour une distribution de 2 à 3 plafonds, l'imposition tombe à 44%, et pour une distribution supérieure à partir de 4 plafonds, l'imposition est en moyenne à 40%. Donc on constate que l'assujettissement des dividendes aux charges sociales n'impacte pas les rémunérations élevées à partir de 3 plafonds, puisqu'on a une taxation moyenne de 40%. Alors pourquoi? C'est parce que lorsque vous êtes assujetti aux cotisations sociales, elles sont pour les revenus à partir de 3 plafonds pour les commerçants relativement faibles, elles tombent à 22%. Et une grande part est déductible, uniquement 2,9% est non déductible, alors que dans les distributions assujetties de droit commun, sur les 15,5% de prélèvements sociaux, uniquement 5,10% sont déductibles. Donc on a d'un côté 2,9 à réintégrer fiscalement et de l'autre côté 10,5. Donc d'un côté on paye plus de cotisations sociales et moins d'impôts, et de l'autre on paye plus d'impôts et moins de cotisations sociales. Donc l'impact joue sur les distributions de dividendes pour les TNS, les gérants majoritaires à faible revenu, entre 0 et 3 plafonds. Voilà. Autre réforme concernant les revenus distribués, donc les abattements forfaitaires annuels de famille sur dividendes de 1 525 et 3 050 sont supprimés dès l'imposition des revenus 2012. Ainsi que la part déductible de la CSG sur les revenus distribués, dont on parlait tout à l'heure sur les 15,5, soumis au barème progressif, est réduite de 5,8 à 5,1. Et cette réduction est applicable pour les revenus 2012. Concernant la réforme sur l'impôt sur le revenu, donc il y a une nouvelle tranche qui a été créée à partir des revenus de 150 000 euros, et cette tranche s'élève à 45%.
Concernant le quotient familial, le plafond de l'avantage procuré par le quotient familial est réduit de 2 336 à 2 000 €. Alors, la taxation maximum de l'impôt sur le revenu donc, est de 45% pour l'impôt maximum. Vous avez la contribution exceptionnelle des hauts revenus qui s'élève à 4% qui est maintenue. Les prélèvements sociaux, 8% sur les revenus d'activité dont 5,1 déductibles fiscalement et 15,5% pour les revenus de patrimoine ou de valeur mobilière, dont également 5,1% sont déductibles fiscalement. Donc si on additionne tout ça, on constate que l'imposition maximale sur les revenus professionnels s'élève à 55,7% et l'imposition maximale des revenus de patrimoine et de capitaux mobiliers s'élève à 62,2%. Donc l'impact de la réduction d'impôt sur les charges déductibles a été pris en compte dans ces calculs. Et pour aller au bout de cette logique, on va dire, de stratégie de rémunération, vous nous avez concocté, alors, pour terminer votre intervention, un petit comparatif. Voilà. Pour réaliser ce petit schéma qui est très succinct, réaliser beaucoup de tableaux comparatifs, d'études, pour arriver de toute façon à la même conclusion. Donc, les rémunérations des dirigeants dépendent des structures juridiques des sociétés. Donc, à savoir que si vous êtes en SA, vous n'aurez pas le choix du type de votre rémunération. Vous serez forcément sous le régime du salarié et en SARL majoritaire, vous serez sous le régime du gérant majoritaire. Donc, en fonction de ces rémunérations, ce dont dispose le dirigeant pour avoir un complément de rémunération, c'est soit augmenter sa rémunération sous forme de salaire, soit prendre des dividendes s'il possède une grande partie de l'entreprise. Donc, les salaires supportent des charges salariales et patronales très élevées. Donc, sur la tranche A, on cumule 60% de cotisations sociales, sur la tranche B, 57%, sur la tranche C, 55%, et sur la tranche D, au-delà donc de 300 000 €, 35%. Donc, ces charges sont très élevées. Et les salaires, comme vous le savez, supportent également l'impôt sur le revenu. En contrepartie, les dividendes, eux, supportent 3 impôts. Donc, il y a l'impôt qui est payé par la société, puisqu'on ne peut pas distribuer si on n'a pas payé l'impôt. Donc, entre 15 et plutôt 33 1/3. Les contributions sociales de 15,5% et l'impôt sur le revenu à la tranche marginale du dirigeant. Donc, si on compare une rémunération complémentaire pour un dirigeant entre un salaire et un dividende. Dans les sociétés où les gérants ont une rémunération sous forme de salaire, il est préférable de privilégier la rémunération sous forme de dividende. Oui, parce que le point stratégique, c'est bien ça, hein, c'est le revenu net disponible, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche du dirigeant. Comme le dit la sagesse populaire. Voilà. Par contre, en contrepartie, les revenus des gérants majoritaires sont soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés. Ces cotisations sociales sont beaucoup moins élevées que celles des salariés. Donc, sur la tranche A, pour des commerçants, on constate à peu près 49% de prélèvements. Sur 2 et 3 plafonds, les cotisations tombent à 28%, 4 et 5 plafonds, ils tombent à 21,6% et au-delà de 5 plafonds, ils tombent à 20,8%. Précédemment, avant la nouvelle réforme et le déplafonnement de la cotisation d'assurance maladie, les cotisations sociales des 5 plafonds s'élevaient à 13,83%, donc ce qui provoque un écart quand même important. Mais malgré les augmentations de cotisations sociales, les dirigeants ont quand même intérêt à privilégier un complément de rémunération, puisque en contrepartie, une rémunération de dividende
On a vu pour les hauts revenus, l'impact au niveau de l'impôt sur le revenu est quasiment nul, mais par contre, en amont, pour distribuer des dividendes, il faut payer de l'impôt sur les sociétés. Et là, vous allez payer 33% qui partent dans la nature au niveau des caisses de l'État. Donc, entre une rémunération de gérance majoritaire et une rémunération sous forme de dividendes, de toute façon, vous paierez les charges sociales, mais vous paierez en plus l'impôt si vous distribuez des dividendes, donc sans intérêt. Il vaut mieux prendre une rémunération complémentaire. Merci beaucoup, Laure.